Voilà, bonjour. Dans cette partie qui s'intitule chapitre 4, nous allons parler des vecteurs aléatoires, des lois de probabilité, lois marginales et lois conditionnelles. Donc, qu'est-ce que c'est que normalement un vecteur aléatoire? Donc, jusqu'à présent, on a travaillé tout simplement avec une seule variable aléatoire, c'est-à-dire c'est une application en fonction mesurable définie sur oméga à valeur dans R, parce que là on traite tout simplement les variables aléatoires réelles. Maintenant on va travailler avec un vecteur, c'est-à-dire c'est une sorte de fonction aléatoire qui contient plusieurs composantes, et chaque composante est une variable aléatoire. Pour simplifier les choses, on va regarder tout simplement l'exemple que vous avez en face de vous, qui est x est égal à x1 et x2, c'est-à-dire ça c'est un vecteur aléatoire qui contient deux composantes, c'est un couple aléatoire. Et là, si vous regardez, c'est tout simplement un exemple très classique, très simple. On va considérer donc un disque qu'on va représenter dans un repère orthogonal ou orthonormé. Donc là, vous avez deux axes, il y a l'axe des abscisses, il y a l'axe des ordonnées. On va supposer qu'on va jeter une pièce, on va lancer une fléchette sur le disque. Donc le point d'impact, c'est un point qui va se trouver sur le disque. Si on regarde tout simplement les composantes de ce point d'impact, donc c'est un point qui va avoir comme abscisse x1 parce que c'est aléatoire, et comme ordonnée la valeur x2 qui est aléatoire. Si on travaille dans le cas d'un vecteur aléatoire, donc on va considérer qu'on a une sorte de fonction qui a valeur dans Rn, donc il faut considérer la tribu borélienne associée à Rn, et cette tribu borélienne, c'est la tribu engendrée par tous les pavés de la forme moins l'infini x1 fois moins l'infini x2 multiplié par moins l'infini x3 jusqu'au dernier segment qui est moins l'infini xn. Ce qu'on peut simplifier tout simplement sous la forme de pi allant de 1 à n moins l'infini xi. Donc là, par définition générale, un vecteur aléatoire, c'est une application qui est de x de oméga, qui est l'ensemble fondamental à valeur de Rn. Donc c'est une fonction qui est formée par n variables aléatoires. Dans ce cas-là, la loi de probabilité sera notée P indice x, mais au lieu de travailler avec x comme variable aléatoire, on va prendre x comme vecteur aléatoire. Donc c'est-à-dire c'est la loi qui est associée au n uplié x1, x2, xn. Si je me contente tout simplement d'une seule composante, c'est-à-dire si je prends la ième composante, je peux parler de la loi de cette ième composante, c'est ce qu'on appelle la loi marginale associée à xi. La fonction de répartition, c'est une fonction de répartition, c'est une application de R, dans le cas univarié, de R dans 0, 1. Maintenant, si on travaille avec un vecteur aléatoire, ça va être une application. Une application, c'est une fonction donc de Rn à valeur dans l'intervalle 0, 1, qui à chaque composante ou à chaque scalaire x1, x2, xn, on fait correspondre la probabilité que le vecteur aléatoire appartient à moins l'infini x1 multiplié par moins l'infini x2 jusqu'à moins l'infini xn. Voilà la signification de la fonction de répartition associée au vecteur aléatoire. Maintenant, le vecteur aléatoire, on peut avoir deux types de vecteurs aléatoires, soit un vecteur aléatoire discret, soit un vecteur aléatoire continu. Donc si on travaille avec un vecteur aléatoire discret, c'est-à-dire chaque composante est une variable aléatoire discrète, donc on va avoir tout simplement un certain nombre fini de valeurs, et la loi de probabilité sera caractérisée tout simplement par la probabilité des valeurs qui sont prises par les composantes. Dans le cas où le vecteur aléatoire est continu, donc on peut utiliser une certaine densité de probabilité, f, qui est définie sur Rn, et c'est une fonction donc, qui va nous permettre de calculer les probabilités à partir de cette fonction.
Donc, par exemple, la densité, la fonction de répartition sera tout simplement l'intégrale entre moins l'infini x1 moins l'infini xn de la densité f y1, y2, yn par rapport à y1 dyn. Donc ça, c'est tout simplement le cas général d'un vecteur aléatoire. Maintenant, si je considère que j'ai une fonction, une variable aléatoire, un vecteur aléatoire grand X, une fonction g mesurable, de telle sorte que l'espérance de la valeur absolue de g de x est finie, je peux parler de l'intégrale, je peux parler de l'espérance mathématique de g de grand X. Donc, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini moins l'infini plus l'infini de g de x1, x2, xn, f de x1, x2, xn, dxn. Les formules des lois marginales. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de loi marginale, c'est-à-dire, on va donner tout simplement la loi d'une certaine composante du vecteur aléatoire. Si je prends la ième composante, donc je sais très bien que la ième composante correspond à la ième variable aléatoire. Si je veux calculer la probabilité de xi a, ça veut dire c'est la probabilité que xi appartient à a. Donc à ce moment-là, il va rester x1, x2, xi moins 1 et xi plus 1 jusqu'à xn qui doivent appartenir à R. C'est la raison pour laquelle on écrit la probabilité que xi appartienne à A, c'est la probabilité tout simplement du vecteur x par rapport à R, croix A, parce que le A il va se trouver dans le ième rang parce que ça correspond à la ième composante, fois R, etc. Pour le cas discret, c'est-à-dire le A, on peut considérer tout simplement qu'on a des valeurs numériques et à ce moment-là, il suffit tout simplement de calculer la probabilité associée à chaque valeur. Donc, c'est-à-dire on va faire une somme, la somme sur toutes les autres composantes. Il y a seulement x1 par exemple qui va rester libre. Si je veux chercher la loi associée par exemple par rapport à x2, c'est-à-dire il faut sommer par rapport aux autres lois et il faut rester le x2 fixe. Maintenant, dans le cas discret, c'est-à-dire, on sait très bien que dans le cas discret, sigma se devient tout simplement l'intégrale, et au lieu de travailler avec xi comme valeur numérique, on va travailler sur une partie de R. Donc la probabilité que x1 appartienne à A, par exemple, c'est l'intégrale sur A. Donc c'est-à-dire, là, x1, il appartient, c'est l'intégrale sur A. Et donc f de x1, le x1 il se trouve dans A, et pour x2, xn, ils doivent appartenir à R, croix R. Voilà tout simplement la probabilité associée du borélien A par rapport à x1. On en déduit que, c'est-à-dire à partir de là, on peut donner tout simplement, parce que là, comme j'ai dit, qu'on peut dans le cas discret, dans le cas continu, on peut parler d'une densité de probabilité. Donc si je veux la densité de probabilité de x1, il suffit d'intégrer la densité de probabilité par rapport à x2, x2, xn. Si je veux la densité de probabilité par rapport à x2, il faut faire la même chose, mais à ce moment-là, il faut intégrer par rapport à x1, x3, x4, xn, et ainsi de suite. Et comme ça, je peux récupérer toutes les densités de probabilité pour x1, x2, xn. C'est ce qu'on appelle les lois marginales. Maintenant, on va donner tout simplement, dans le cas de deux variables aléatoires, si je travaille avec x, y, deux variables aléatoires qui sont de carré intégrable, on appelle la covariance de xy. La covariance de xy, c'est tout simplement l'espérance de x moins l'espérance de x multiplié par y moins l'espérance de x. C'est tout simplement, c'est-à-dire c'est l'espérance de la variable x centrée fois la variable aléatoire y centrée. Ou bien si je développe ici le produit et j'utilise les propriétés concernant l'espérance mathématique, j'obtiens tout simplement une formule beaucoup plus simple qui est l'espérance de xy moins l'espérance de x, l'espérance de y. Après, vous avez tout simplement une propriété très simple, c'est que si je remplace y par x, la covariance de xx, ça me donne tout simplement la variance de x. Un coefficient de corrélation, c'est tout simplement, c'est ce que je note ici par O rho qui est associé à xy, c'est la covariance de xy divisée par les écarts types,
On a déjà vu que l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x, et l'écart type de y, c'est la racine carrée de la variance de y. Ce coefficient de corrélation, c'est un coefficient qui est très intéressant, c'est-à-dire il essaye de mesurer, ça nous permettrait de mesurer l'intensité de relation qui existe entre x et y. Maintenant, il y a une formule, donc d'après l'inégalité de Schwartz, on peut démontrer facilement que la valeur absolue du coefficient de corrélation ρ entre x et y est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire tout simplement le coefficient de corrélation ρ, il est supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à 1. Les moments du vecteur aléatoire, c'est-à-dire quand on parle du moment, c'est tout simplement, ce sont des espérances mathématiques, soit c'est-à-dire on va prendre la puissance 1, la puissance 2 ou la puissance 3, etc. Si je considère tout simplement une puissance 1, d'ordre 1, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique de x. C'est-à-dire ici, c'est x à la puissance 1. L'espérance de x à la puissance 1, c'est tout simplement l'espérance de x1, l'espérance de x2, l'espérance de xn. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'espérance mathématique de chaque composante du vecteur aléatoire grand X. Maintenant, au lieu de travailler, par exemple, jusqu'à présent, je travaille avec un vecteur aléatoire. Donc, on peut calculer l'espérance, mais il y a des quantités qu'on peut calculer. Ces quantités, c'est ce qu'on appelle les covariances entre xi et xj. Donc, ces covariances, ça va nous permettre d'obtenir tout simplement une matrice. C'est ce qu'on appelle la matrice de variance-covariance. Donc, si je travaille avec un vecteur grand X, dont les composantes sont x1, x2, xn, je peux calculer ou déterminer la matrice de covariance. Ça va être, c'est-à-dire une matrice carrée, nn, c'est-à-dire n lignes et n composantes, et sur chaque, donc ça, maintenant je vous donne l'exemple pour la première ligne. Pour la première ligne, ça va être la covariance entre x1 et x1, la covariance entre x1 et x2, et vers la fin, on va trouver la covariance de x1, xn. Si je passe à la deuxième ligne, ça va être la covariance entre x2, x1, la covariance entre x2, x2, et ainsi de suite. Et vers la fin, je peux déterminer la dernière ligne de la matrice, qui est la covariance de xn, x1, jusqu'à la covariance de xn, xn. Donc ça, c'est une matrice tout simplement qui est symétrique et positive. Bon, positive, c'est tout simplement, c'est-à-dire la définition d'une matrice positive, c'est-à-dire si je prends quel que soit le vecteur A, je peux, si je calcule sigma de AI, HJ avec les covariances XI, XJ, en faisant la somme, j'obtiens tout simplement une quantité réelle qui est supérieure ou égale à 0. Donc positive, si la quantité est strictement positive, on peut dire à ce moment-là que la matrice est définie positive. Et vous savez très bien qu'une matrice qui est symétrique définie positive est une matrice qui est inversible. Et une matrice inversible, c'est une matrice dont le déterminant est différent de 0. Maintenant, c'est une proposition fondamentale. Il arrive parfois, au lieu de travailler avec grand X, on peut travailler avec une transformation de X. C'est-à-dire ici, on va multiplier le vecteur grand X par une matrice. C'est-à-dire, on peut écrire A grand X. Donc la matrice A multipliée par X. Cette variable, ce vecteur aléatoire, on le note tout simplement Y. Dans ce cas-là, pour déterminer tout simplement la matrice de covariance de Y, ça va être la matrice A fois la matrice de covariance de X fois transposée de la matrice A. Voilà, ça nous permettra de trouver rapidement, là, à partir de cette formule, la matrice de covariance associée au vecteur aléatoire Y. Maintenant, ça c'est le cas le plus simple, c'est-à-dire je peux parler du vecteur aléatoire gaussien. Et déjà dans le cas univarié, on a parlé d'une variable gaussienne ou un variable aléatoire gaussienne ou anormale. Donc le cas univarié, c'est-à-dire c'est une variable qui possède une densité de probabilité de f de x
1 sur, donc si vous regardez les diapositives précédentes, 1 sur racine de pi sigma, exponentielle moins 1 demi sigma carré, x moins m au carré. Maintenant, si je travaille dans le cas vectoriel, donc ça c'est la densité de probabilité associée au vecteur. Donc c'est-à-dire ici vous allez avoir x1, x2, xn. Donc cette densité de probabilité c'est 1 sur 2pi à la puissance n sur 2. La racine carrée du déterminant de c qui est c de x, exponentiellement de 1,5, et ça c'est le produit scalaire. Et c moins 1 c'est tout simplement l'inverse de la matrice de covariance. Avec m qui est l'espérance de x, et comme j'ai dit tout à l'heure que l'espérance de x, c'est le vecteur qui est formé par l'espérance de x1, l'espérance de x2, l'espérance de xn. Et là, vous avez le produit scalaire entre x, y d'une manière générale. Avec x, y, ce sont deux vecteurs de Rn. Donc le schéma que vous avez là, c'est tout simplement le vecteur gaussien à deux dimensions. C'est-à-dire si je suppose que j'ai un vecteur qui contient les composantes formées par les composantes x1, x2. Maintenant, pour les lois conditionnelles. Donc les lois conditionnelles dans le cas discret, on se limite à un couple xy de variables aléatoires, c'est-à-dire pour simplifier, pour mettre les choses en évidence, au lieu de travailler avec un vecteur quelconque, on peut travailler tout simplement avec un couple aléatoire. Donc ça c'est la première, la première composante et la deuxième composante. Si je fixe xi, donc c'est-à-dire je fixe la valeur xi dans le cas discret, il y a les valeurs de y qui bougent. Donc c'est-à-dire je peux parler de la loi de probabilité de y, sachant la connaissance de grand X qui est égal à xi. Donc maintenant c'est une probabilité qu'on peut écrire tout simplement parce que comme y est une variable discrète, il va prendre les valeurs y1, y2, yl. Donc il faut calculer la probabilité de chaque yj, mais conditionnellement à x égale xi, c'est-à-dire on fixe la valeur de la première composante. Donc c'est exactement la probabilité que y égale yj, sachant que x égale xj, et ça c'est la probabilité tout simplement du couple xi, yj, divisé par la probabilité de x. Donc à partir de là, on peut voir qu'il y a la probabilité du couple divisée par la probabilité de la loi marginale pour la valeur xi. On peut parler aussi dans ce cas, puisque là on peut donner la loi conditionnelle, on peut parler de l'espérance conditionnelle. C'est-à-dire, c'est tout simplement, au lieu de parler de l'espérance de y, on dit c'est l'espérance de y sachant que la variable aléatoire x prend la valeur xi, et là vous voyez que c'est-à-dire c'est la définition de y, la somme de yj, en multipliant par la probabilité que la variable aléatoire prend yj, sachant que la première composante est égale à xi. L'espérance conditionnelle de y sachant x est la variable aléatoire qui est égale à ça. Donc ça c'est la loi conditionnelle de y par rapport à xi. On peut faire la même chose dans ce cas-là, c'est-à-dire on peut parler de la loi conditionnelle de x sachant y, c'est-à-dire on fixe le y et on s'intéresse tout simplement à la variable aléatoire x. Maintenant, dans le cas continu, vous savez très bien, c'est-à-dire dans le cas continu, quand on a un vecteur, un couple aléatoire, ici on a une densité de probabilité fxy qui est formée par deux composantes. Si je fixe la valeur de x, je peux déterminer la densité de probabilité de y par rapport à x. Cette densité de probabilité, c'est ce que j'ai noté ici, f de y sachant x de y, c'est tout simplement, c'est la densité du couple au point xy divisé par la densité marginale de x au point x. Je peux de même définir la densité dans le cas continu de x par rapport à y. Donc voilà, donc ça ce sont ce qu'on appelle les lois conditionnelles dans le cas discret et dans le cas continu. Et de la même façon, je peux définir l'espérance conditionnelle de y sachant x, qui est l'intégrale,
Et au lieu de prendre f, donc la densité, c'est la densité conditionnelle qu'on utilise ici. Maintenant, si je suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire si je prends h une variable mesurable de R2 dans R, je peux définir l'espérance de h de xy qui est égale à l'intégrale sur R de h de xy conditionnellement, c'est-à-dire ici tout simplement vous avez tout simplement, ou bien on peut remplacer ça par f de xy parce que la densité de y sachant x égale à y, c'est multiplié par ça, ce n'est rien d'autre que la densité du couple. Donc il suffit de regarder ce qui est là. Par exemple, ça, multiplié par ça, ça vous donne f de x, y. Voilà. Donc ça, sont les densités marginales. Maintenant, lorsqu'on travaille avec un vecteur aléatoire, je reste toujours dans le cas du couple, avec les deux variables x, y, on peut parler de l'indépendance. On dit que deux variables aléatoires x, y sont indépendantes si et seulement si. Donc là, la probabilité que la variable aléatoire grand X appartienne à A. La virgule qui est là, ce n'est rien d'autre que c'est et. Ou bien on peut dire X appartient à A et Y appartient à B. C'est exactement la probabilité que la variable aléatoire grand X prend ses valeurs dans A, multipliée par la probabilité que grand Y prend ses valeurs dans B. La virgule qui est là, je reviens sur la virgule, j'ai dit que c'est et, ou bien on peut dire c'est l'événement grand X appartient à A, intersection avec l'événement Y appartient à B. Donc là, vous avez une sorte d'intersection. D'une manière générale, la probabilité de l'intersection, c'est exactement le produit des probabilités. Voilà, donc ça c'est la définition de l'indépendance entre deux variables aléatoires grand X, Y, et ça c'est quels que soient les événements A et B, tout borélien. Si X, Y sont des variables aléatoires discrètes, alors à ce moment-là, on sait très bien que X va prendre un certain nombre de valeurs X1, X2, XL, Y va prendre un certain nombre de valeurs discrètes Y1, YK, et pour parler de la dépendance entre X, Y, donc vous savez tout simplement, au lieu de travailler avec A et B quelconques, c'est-à-dire on va prendre les valeurs de A et les valeurs de B qui sont quelconques, et la probabilité que grand X égale XI et Y égale YJ, c'est exactement la probabilité que X égale XI, multiplié par la probabilité de Y égale YJ, quel que soit XI, quel que soit YJ. Dans le cas continu, c'est beaucoup plus simple. Si vous avez deux variables aléatoires xy et vous avez une densité jointe entre xy, c'est-à-dire si je considère le couple xy avec une densité f de xy, on dit que xy sont indépendantes si et seulement si la densité jointe, c'est-à-dire c'est la densité du couple, c'est égal à la densité de x multipliée par la densité de y, quel que soit x, y. Voilà, c'est ce qu'on appelle la densité donc l'indépendance entre deux variables aléatoires. Maintenant, c'est-à-dire c'est un théorème très général et qui est très simple à comprendre. Si je considère deux vecteurs aléatoires, deux variables aléatoires, ou deux vecteurs aléatoires si vous voulez, grand X appartenant à Rm et Y appartiennent à Rn, on dit que X, Y sont indépendantes, et vous avez G et H de fonctions mesurables positives. Donc c'est-à-dire G est une fonction qui est définie sur Rm et H est une fonction qui est définie sur Rn. Alors l'espérance de Gx H de Y est égale à l'espérance de G de X fois l'espérance de H de Y. Donc voilà, donc ça c'est une propriété concernant qui est donnée à l'aide de l'indépendance entre les deux vecteurs grand X et grand Y. Si maintenant x, y sont deux variables aléatoires réelles, donc là, on dit qu'ils sont indépendantes si et seulement si la covariance entre x et y est égale à 0, ou bien on peut dire entre parenthèses que le coefficient de corrélation entre x et y est égal à 0.
Parce que tout à l'heure, j'ai dit que le coefficient de corrélation entre x, y est égal à la covariance entre x, y divisé par l'écart type de x, l'écart type de y. Voilà, donc ça c'est tout simplement, la réciproque n'est pas vérifiée, la réciproque elle est fausse, c'est-à-dire on peut avoir des variables aléatoires dont le coefficient de corrélation ou dont la covariance est égale à 0, mais les deux variables ne sont pas indépendantes. Voilà, donc ça c'est tout simplement, il faut faire très attention.